Cher Guénégan. Merci, Monsieur le Président. Comme vous vous étiez engagé, nous avions, à la demande de l'ensemble des groupes de cet hémicycle, décidé de faire des points d'étape annuels sur l'état d'avancement du projet Bretagne très haut débit. Avant de commencer, comme ça permettra aux collègues de s'installer, je voudrais juste remercier le directeur général Hervé Lenorcy qui a quitté ses fonctions puisqu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Merci pour son engagement de ces 5 dernières années parce que c'est bien beau d'avoir des idées, c'est bien beau d'avoir des volontés politiques, mais si on n'a pas des fonctionnaires qui derrière se mettent au service de nos idéaux et de nos propositions, on est tout à fait dans l'incapacité de produire les effets des politiques publiques nécessaires. J'invite mes chers collègues à rentrer pour qu'on puisse débuter. Bon. C'est peut-être parce qu'on n'a pas l'habitude de... Monsieur le Président, il faut se donner 5 minutes là, parce qu'on est sur un sujet important et voilà, on ne s'entend pas. Je parlais plus fort. Bon. 2010, où on en était? Une page blanche. Je vous rappelle que le projet de Bretagne très haut débit a débuté par un acte de campagne électorale. Une proposition de Jean-Yves Le Drian faite à la Bretagne, à l'ensemble des citoyens et citoyennes bretonnes en disant « Engageons la Bretagne dans les combats et les batailles des 50 prochaines années en engageant des investissements majeurs pour créer une infrastructure de fibre optique disponible et accessible à toutes les Bretonnes et les Bretons le plus rapidement possible, évidemment. Cette décision, elle s'appuyait sur quoi? Sur une décision prise par le gouvernement de Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui avait donné aux opérateurs privés la possibilité de choisir des territoires dans lesquels ils allaient fibrer librement et sur leurs fonds propres, là où c'était évidemment rentable, le reste étant laissé au pouvoir public. En Bretagne, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y avait 10% du territoire qui était fibré, correspondant à 40% des Bretons, mais que 10% du territoire. Et qu'est-ce qu'on allait faire après? 90% de territoire laissé sans cette technologie et créant à ce moment-là les distorsions de concurrence inévitables puisque les territoires qui auront accès dans les années à venir à cette technologie, c'est-à-dire cette capacité à se connecter au monde à des vitesses complètement décuplées, seraient créés à ce moment-là une inévitable concurrence en défaveur des territoires ruraux. La mission qu'on a reçue à ce moment-là, moi en tant que vice-président à l'aménagement du territoire et en charge du développement du numérique, et Éric Béroche, président du syndicat mixte, c'était de mettre en musique cette proposition. Et cette proposition, elle s'appuyait aussi sur un constat d'échec. L'échec du déploiement du haut débit dans les départements. Chacun était parti dans son coin, chacun avait choisi sa technologie, sa méthode, son partenaire, et in fine, les résultats étaient mitigés, quelle que soit la technologie, quel que soit le partenaire qui avait été choisi. Et puis surtout, on s'était aperçu que si on avait laissé des territoires seuls devant cet Everest technologique, pour certains ça aurait été possible, puisque dans un certain nombre de territoires ruraux, le coût de la prise est autour des 800 €, mais en moyenne en Bretagne, c'est 2000 €, et pour certains territoires des Côtes d'Armor, c'était plutôt proche des 4000 € que des 2000 €. Et quand on se serait retrouvé dans cette situation de devoir payer seul cet équipement, cet investissement à 4000 € l'unité, c'était quelque chose qui était totalement infaisable. Et donc c'est ce constat qui nous a amené à créer 5 principes conducteurs pour le déploiement de la fibre. D'abord, la solidarité bretonne, avec le principe intangible de une prise dans l'urbain est égale à une prise dans le rural. Parce que nous devons marcher de concert, les territoires urbains et les territoires ruraux sont en concurrence, évidemment. 2, la mutualisation des coûts. J'entends, et on se fera sûrement le débat tout à l'heure, dire que c'est cher. Oui, c'est cher, parce qu'on demande aux EPCI de participer au déploiement de cette technologie. Ça coûte 445 € par prise. Oui, mais ça coûte 445 € par prise partout en Bretagne, quelle que soit votre géographie, quelle que soit votre densité. Ces 445 €, ça vous permet de recréer un principe qui est le principe du prix unique du timbre. Quel que soit votre lieu d'habitation en Bretagne, vous avez les mêmes droits. Ça fait écho à ce que je racontais hier sur le TGV, même droit, même devoir. Troisième principe, c'est la propriété publique du réseau. Oui, nous avons fait aussi un choix, qui est cette propriété publique. Parce que, c'est une garantie d'ouverture à la concurrence.
2, c'est surtout une garantie de retour sur investissement public. Car quand on investit de l'argent public sur des réseaux, sur des infrastructures, au regard d'exemples que nous avons pu avoir dans notre expérience passée, on s'aperçoit que le gestionnaire public n'est pas plus malhabile qu'un gestionnaire privé, et surtout il a une grande différence, c'est qu'il ne va pas chercher la rémunération du capital. Et cette non-rémunération du capital, vous pouvez la garder, 1, pour faire baisser les coûts, 2, pour faire baisser les abonnements, 3, pour réinvestir. Et ça, c'est la grande différence entre les libéraux et les non-libéraux dans ce pays et dans le monde en ce moment. 4e principe conducteur, c'est le dispositif collectif. Nous avons décidé, avec Mégalis, sous la présidence d'Éric Béroche, de travailler tous ensemble. Tous ensemble, c'est quoi? C'est la région, les 4 départements et tous les EPCI. C'est une copropriété. Nous ne décidons pas seuls. Je n'ai de cesse de le dire. Le président Loïc Chénet-Girard, qui préside aujourd'hui le syndicat mixte, n'a de cesse de le dire. Nous pouvons proposer, la région peut proposer, elle peut impulser, mais elle doit convaincre. Elle ne peut pas imposer. Et surtout, et c'est le dernier principe conducteur que nous avons mis en place, c'est un dispositif girondin. Mais pas simplement de proclamation. C'est un dispositif girondin effectif, c'est-à-dire que le syndicat mixte propose un certain nombre de prises aux EPCI et c'est les EPCI qui décident de leur affectation, de leur localisation. On n'impose pas à un certain nombre de territoires leur avenir et leur choix de développement. Ce sont ces 5 principes qui nous guident et que nous continuons à défendre inlassablement parce que ce sont les clés de la réussite et du déploiement jusqu'au bout du dernier breton, de dernier bretonne qui recevra cette fibre. Donc 2010, l'idée, 2015, premier coup de pelle. 2017, 55 000 prises en zone publique sur les 70 000 que nous devions faire. Oui, nous avons du retard. Sur la zone privée, 292 000 prises sur les 345 000 prises qu'ils devaient faire. Oui, ils ont du retard aussi. Ça fait quand même 347 000 prises aujourd'hui effectives en Bretagne, ce qui fait 785 000 Bretons qui sont aujourd'hui éligibles à la fibre optique sur notre territoire. Chose importante et déterminante que vous avez vue dans le rapport, puisque j'en reviens sur la non-rémunération du capital, c'est que nous avons un taux de pénétration qui est très favorable. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au début du projet, les opérateurs privés ne voulaient pas, et fixer leur stratégie, ne voulaient pas déployer en zone rurale en disant que ce n'était pas rentable. Et nous avions la faiblesse de penser que ce serait, et ce serait de façon très importante. Les résultats sont au-dessus de nos espérances, puisque nous avons un taux de pénétration qui est entre 30 à 32%. C'est-à-dire que quand vous allumez une plaque de fibre optique, vous avez à peu près 30% de personnes qui s'y abonnent. Dans un certain nombre de territoires ruraux, on est parfois à plus de 50%. Ce qui, pour être très clair, rend d'un seul coup attractif un certain nombre de territoires ruraux qui ne l'étaient pas auparavant vus de Paris pour un certain nombre d'opérateurs et ce qui pourrait nous amener à un certain nombre de bonnes surprises. Mais surtout, l'intérêt, quand vous faites de l'affermage, c'est que vous négociez un contrat avec la société avec laquelle vous allez travailler et vous avez une clause de retour à meilleure fortune. Et lorsque vous faites entre 30% de taux de pénétration, eh ben, ça va générer des recettes supplémentaires qui seront réaffectées évidemment à la gestion du réseau. Le plus important maintenant, c'est la phase dans laquelle nous allons rentrer. La date du 16 mars prochain. 16 mars prochain, nous allons rendre public le déploiement des 400 000 prochaines prises. C'est le fruit d'un travail très important dans les EPCI, des travaux d'arbitrage, de discussion, de négociation, de déploiement de tel ou tel endroit. Ça a pris du temps parce que tous les territoires n'étaient pas homogènes, mais ça va être effectif le 16 mars. C'est un déploiement qui va se faire entre 2019 et 2023. Et ce déploiement va tirer les leçons des difficultés que nous avons rencontrées dans ces premières phases. Ces difficultés, je les énumère rapidement, c'est la problématique de l'élagage, de la copropriété, les délais des entreprises qui sont trop longs, la problématique de la main-d'œuvre et la pénurie de fibres. Et je ferai juste 3 focus rapides puisque je pense que nous reviendrons inévitablement sur les difficultés. L'élagage. Je sais que mon collègue Salier Dupin est très présent sur son territoire l'Embalais. Donc j'ai regardé quelle était la situation dans ce territoire. Il y a 8700 prises qui devaient être faites sur la première partie, sur ce qu'on appelle la phase 1. Il y en avait au 1er décembre 1700 qui étaient bloqués par des propriétaires qui refusaient l'élagage. 1700 sur 8700. Nous en sommes aujourd'hui
à 700 prises qui sont encore bloquées par des propriétaires indélicats. Ça nécessite quoi? Ça nécessite que les maires aillent à la conviction, mais parfois, ils vont être obligés d'utiliser leur pouvoir de police pour faire respecter le droit. Parce que lorsqu'un propriétaire indélicat ne veut pas faire l'élagage, il s'empêche d'avoir accès à la technologie, mais il empêche bien souvent les suivants d'avoir accès à cette technologie. Et moi, je fais un appel au civisme, parce qu'on ne peut pas demander, on ne peut pas réclamer des droits et empêcher les autres d'y avoir accès. Chacun doit respecter ses droits et ses devoirs dans la République française. Je donne l'exemple de Lamballe, je pourrais donner l'exemple de Sker, qui est pire, puisqu'il y avait 770 prises à déployer, il y en avait 459 qui étaient bloquées sur la problématique de l'élagage. Deuxième difficulté, la pénurie de fibres. Nous sommes aujourd'hui dans une compétition internationale. De grand nombre de territoires se jettent sur cette technologie pour avoir des avantages comparatifs dans la compétition internationale. Aujourd'hui, lorsque Mégalis commande 1 mètre de fibre, il faut 9 mois pour que nous soyons livrés. 9 mois. Et cette compétition, qui crée des tensions, nous n'allons pas pouvoir la résoudre tout seuls. Nous négocions avec notre délégataire pour changer et augmenter le nombre de prestataires qui peuvent être référencés pour utiliser la fibre, mais il faut que le gouvernement s'empare en urgence de cette problématique stratégique pour le pays, parce que la Bretagne est en avance par rapport au reste du territoire national, mais dans la situation dans laquelle on est, techniquement, rien qu'avec la problématique de pénurie de fibres, le discours de 2022 est absolument intenable. Et donc, si le gouvernement ne se met pas en situation de travailler et de reconstituer des productions industrielles françaises sur la fibre, ce sera un vœu pieux. Quant aux troisième difficulté, c'est la main-d'œuvre. Nous y avons travaillé, nous y travaillons encore, inlassablement, avec Georgette Bréard. Mais moi, là encore, je fais un appel au civisme et aux entreprises. J'en profite dans la présence du président du Césaire, parce que je sais qu'il est en capacité d'interpeller et de convaincre. Lorsque l'on met sur la table 2 milliards d'euros d'argent public, lorsque l'on donne un calendrier qui donne plus de 15 ans de visibilité à des entreprises, quand on dit et quand on sait que l'on met en place un certain nombre d'outils de formation professionnelle, on peut s'attendre à ce que les entreprises en face ne fassent pas du juste à temps, ne fassent pas simplement du recrutement en intérim ou de la formation courte. On peut s'attendre à ce que des entreprises investissent durablement dans les hommes et les femmes, fassent des investissements dans la formation continue, qui ne soient pas simplement des formations de 2 mois, mais des formations de 7 à 8 mois, pour permettre à des salariés qui rentrent dans une entreprise d'évoluer et de devenir à terme chef d'équipe et ensuite cadre. On a besoin de cette mobilisation. Les pouvoirs publics peuvent faire des choses, les entreprises doivent faire des choses. Sinon, ce projet, nous ne réussirons pas à le mener en heure et en temps utile. Et après le 16 mars, lorsque nous aurons produit ces cartes et que nous aurons réussi à convaincre et lever un certain nombre de ces difficultés, et c'était aussi l'une des demandes dans le pacte, le pacte que nous avons discuté hier, des négociations, des évolutions législatives nécessaires concernant le numérique, nous avons 3 choses à faire très rapidement. D'abord, le gouvernement a décidé de lancer un nouveau processus d'appel à candidature aux opérateurs privés pour voir si les opérateurs privés seraient prêts à revenir dans les territoires ruraux. Ça s'appelle l'AMEL. Ça a créé beaucoup de difficultés parce qu'un certain nombre de territoires ruraux ont dit peut-être que ça me concerne. Comme lorsque SFR avait annoncé à forte publicité qu'ils allaient fibrer l'ensemble de la France sans un moindre euro d'argent public. Tout le monde se dit à ce moment-là, c'est bon, c'est pour moi. Bon, comme plus personne ne croit au Père Noël ici, on va lever les doutes et c'est Mégalis qui va créer les conditions de l'appel à concurrence auprès de tous les opérateurs de France et de Navarre pour savoir si oui ou non, sur la phase 3, c'est-à-dire sur les 600 000 prises qu'il va rester à fibrer, si oui ou non, ils vont venir. Si certains regardent finement notre projet, si certains regardent la rentabilité, si certains regardent la connexion entre les différentes plaques, ils s'apercevront qu'ils ont un intérêt économique à venir. D'autres auront intérêt à regarder de près à ce qu'un opérateur aujourd'hui ne devienne pas omniprésent et donc omnipotent sur la plaque bretonne, faute de présence des autres concurrents. Mais ça, c'est le jeu du marché. Si un certain nombre d'opérateurs font ce travail, à ce moment-là, ils regarderont nos prises et à ce moment-là, ils viendront.
Et ce sera une bonne nouvelle pour nous, parce que ce sera autant d'argent public qui ne sera pas fait et une accélération de calendrier sur un certain nombre de territoires. Mais s'ils ne viennent pas, s'ils ne mettent pas le moindre euro d'argent privé, à ce moment-là, nous saurons que ces 600 000 prises seront exclusivement de la responsabilité de la puissance publique. Et donc, il faudra regarder de près comment on va permettre à ces 600 000 Bretons de ne pas attendre obligatoirement 2030 pour avoir des débits qui seront suffisants pour leurs usages. Comment? On va regarder quel est le niveau effectif. Est-ce que c'est 30 mégas? Est-ce que c'est 8 mégas dont ont accès les citoyens en question? Deuxièmement, on va regarder s'il y a la possibilité d'utiliser un certain nombre de technologies, comme la montée en débit, dans un certain nombre de territoires, pour voir si on peut résoudre les problèmes. 3, on regardera si un certain nombre de technologies type le satellite peuvent temporairement être utiles. Je dis bien temporairement parce que je ne mentirai jamais. Le satellite n'est pas une solution, mais ça peut être quelque chose nécessaire pour attendre. Mais là encore, pour simplifier la vie des Bretonnes et des Bretons, la région Bretagne sera le guichet unique pour faciliter l'accès à cette technologie pour ceux qui n'auront pas d'autre choix. Enfin, parce que on va ensuite rentrer dans le débat, sur ce débat et sur ce projet, il y a beaucoup de choses qui se disent, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'affrontements. C'est dommage. C'est dommage parce que dans le syndicat mixte, qui rassemble tous les territoires de Bretagne, mais aussi toutes les sensibilités politiques de Bretagne, il n'y a pas une feuille de papier de cigarette qui nous sépare. Lorsque nous étions vendredi ensemble en syndicat mixte, j'ai entendu la prise de parole du représentant des Côtes d'Armor, qui était tout à fait en phase avec les propos et la stratégie déployée par le président Chénet-Girard. Quand j'ai entendu le vice-président du Morbihan, je n'ai pas entendu autre chose. Comme lorsque j'ai entendu la vice-présidente du département du Finistère soutenir et dire que nous étions dans le vrai et engager avec nous la stratégie sur l'appel à candidature dans les zones rurales. Bref, mes chers collègues, la polémique c'est bien entre nous. On a besoin, puis en plus ça fait des articles. Mais sur un sujet comme ça, si on pouvait essayer de retrouver un peu d'unité, à l'exemple de ce que peuvent faire nos grands anciens sur le TGV, comme sous l'emprise de Gérard Lahellec, ce serait pas mal d'avoir à l'issue des votes à l'unanimité.